Et bien maintenant, la suite du programme. Nous accueillons tout de suite Armelle Carminati, présidente du comité entreprise inclusive du MEDEF, pour découvrir les résultats des baromètres de perception de la RSE et de l'égalité des chances. Bonjour Armelle, soyez la bienvenue. Je me permets juste de préciser qu'un temps d'échange de questions-réponses aura lieu juste après votre présentation. Voilà, à tout à l'heure. Merci Annabelle. Très heureuse de vous retrouver, fidèle, depuis 2020. Anne-Laure l'a dit, on a souhaité ce partenariat en 2020 parce qu'on était quasiment sur le point à l'époque de faire notre petite semaine, chacun de notre côté, par visio en plus en 2020. Et le fait qu'elle se muscle, qu'elle se remplisse de partenaires volontaires, d'une part de territoires volontaires, on ne l'a peut-être pas beaucoup précisé, mais c'est Paris, là, pour l'instant, aujourd'hui, parce que ça permet d'y rassembler physiquement un forum des associations, mais c'est bien entendu relayé par visio, mais aussi et surtout relayé sur tous les territoires en ce moment. Alors, je vais reprendre le contrôle de ceci pour aussi commencer dès l'ouverture par un outil. On vous l'a dit, la série s'est connectée, s'est démultipliée, et les chiffres cités par Anne-Laure tout à l'heure le montrent. Mais c'est aussi mesuré pour pouvoir outiller, parce que évidemment, on ne manage bien que ce qu'on mesure bien. Et pour cela, le MEDEF est engagé depuis bien avant la série, depuis 2012. Et je vois quelques complices dans la salle, n'est-ce pas Vincent, qui ont été au berceau de cet outil MEDEF en 2012, bien avant. Alors l'égalité des chances était bien entendu un sujet, des responsables diversité et égalité des chances étaient en entreprise, mais ce qui nous a tous réunis au MEDEF dans une commission à l'époque déjà, c'était le sentiment qu'on travaillait tous du mieux possible, que ça avançait quand même un peu dans nos rangs, mais que quand on regardait le territoire national, il n'y avait rien d'absolument convaincant ou flagrant sur une métamorphose de la société au sens large du territoire national, ni même des sociétés, des entreprises, en termes de qualité d'inclusion. Donc on a sorti un outil, parce qu'en dégainant des chiffres, tout le monde se rassemble et peut observer la même chose. À l'époque, on était 20 entreprises. On n'a pas cessé de le faire évoluer. Notre partenaire sur ces sujets, c'est Kantar Public, depuis longtemps. Donc on est bien entendu adossé sur une qualité statistique importante. Et donc depuis 2012, c'est donc la 12e année, on fait tourner un terrain de 1500 répondants, à peu près toujours à la même époque. Cette année, c'était du 28 mai au 9 juin, une semaine sans jour férié, 15 jours sans jour férié pour récolter les réponses. Et bien entendu, en appliquant une méthode des quotas rigoureuse, sur 1500 on peut, c'est-à-dire qu'on y voit une représentation des salariés des entreprises de France de plus de 20 personnes pour les entreprises et de plus de 16 ans pour les salariés. Donc on y voit 44% de femmes, on y voit 28% de seniors de plus de 50 ans, mais aussi 7% de moins de 24. On peut échantillonner aussi, et vous verrez les résultats par taille d'entreprise, à partir de 20, on a taillé une cote à 20 salariés, par secteur bien entendu, ce qui permet aussi, quand on fouille un petit peu les résultats, de détailler, et puis bien entendu territorialement avec 21% d'emplois en Île-de-France, mais le reste réparti sur d'autres régions. Et fort de ces éléments, en 2012 on creusait vraiment la question de l'égalité des chances. Et en 2019, à l'occasion de la loi Pacte, on a ouvert ce baromètre, dans ce baromètre, tout un espace sur la question de la RSE chapeau au sens large et de toutes les jambes qui la constituent. Donc, patientez avec moi, je vais déployer avec vous petit à petit le sel de ce que l'on a compris cette année. C'est des résultats intéressants. Ça prouve la vitalité de ce baromètre d'ailleurs, parce que ça nous donne des facettes qui confirment ou qui font sortir des accents supplémentaires tous les ans. Donc voilà pour l'échantillon. On commence bien entendu, parce que quand on parle de RSE chapeau, il faut tester nos 1500 répondants sur
une grande partie des leviers que cela peut prendre. Et là, ce qu'on voit, c'est que la petite zone bleu foncé, c'est-à-dire très prioritaire, ou la petite zone bleu moyen important, mais pas forcément prioritaire, est massivement importante sur presque toutes les jambes. C'est-à-dire, grosso modo, les bleus ciel qui considèrent que c'est parfaitement secondaire ou les tout gris qui ne savent pas, on voit bien que quand on teste nos répondants, salariés bien échantillonnés, on est dans des chiffres au-delà de 82% de perception du fait que c'est prioritaire. Les 4 premiers, santé, sécurité au travail, la QVCT, l'égalité des chances en entreprise et même l'égalité entre les femmes et les hommes en entreprise, sont un peu poussés, c'est les petits, je vous donne quelques clés de lecture si vous en avez le courage, sont un peu poussés par les réponses des femmes, et puis les 3 suivants, éthique, environnement, recrutement et maintien dans l'emploi des plus de 50, sont poussés par les plus de 50. On n'est pas dans une grosse fragmentation, mais c'est comme ça que se construit le résultat. Et vous verrez, ça n'est qu'une première question, tout au long de l'enquête, ce qu'on va chercher, c'est de la perception. On ne va pas chercher des chiffres statistiques d'entreprise. On ne demande pas aux salariés qui nous répondent de nous expliquer la démographie de leur entreprise, ni comment ça se passe. On leur demande leur ressenti. Et c'est absolument fondamental de comprendre que depuis 2012, non seulement le MEDEF s'est intéressé à des baromètres salariés, pas de baromètre chef d'entreprise, même s'il y a des encadrants, bien entendu, dans notre baromètre, puisqu'on est représentatif du tissu salarial en France, mais aussi on va chercher, avant même la réalité, le ressenti, parce que c'est le ressenti d'un de nos collaborateurs qui fait qu'il entre avec tous ses moyens, toute son envie et toute son énergie le matin au boulot, que ce soit derrière un écran ou physiquement sur un lieu de travail, ou pas. Et donc cette perception, on y tient, et c'est grâce d'ailleurs à notre groupe de travail d'origine et notre partenaire sondagier Kantar Public qu'on arrive à tenir bon sur cette qualité de réponse. Ce qui est intéressant, vous l'avez vu sur le premier tableau, c'est « et vous, répondant », est-ce que c'est prioritaire pour vous? C'est les bleus foncés sur tous nos sujets. Mais on leur a posé la question aussi en disant bleu ciel, et à votre avis, pour la direction de votre entreprise, est-ce que c'est important? Pas de surprise, cette année encore, nos répondants nous disent c'est super important pour moi, c'est important pour mon entreprise, mais un peu moins. Il y a un petit décrochage, il n'est pas inouï. Ce qu'on ne vous représente pas ici, parce que je ne veux pas vous saturer de tableau, c'est que l'écart entre c'est important pour moi, je l'affirme, c'est prioritaire, et c'est prioritaire pour ma direction, je le sais et je le vois, c'est un écart qui se rétrécit chaque année. Je vous promets, l'année prochaine, on vous mettra le tableau pour vous montrer le tuyau qui se rétrécit. Ce qui est important aussi, alors j'espère que les couleurs se voient bien, parce qu'il y a certains items qu'on a écrits en vert, qu'on a surlignés en vert. Vous le voyez par exemple sur la qualité de vie au travail QVT, qui est le 2e bloc. Au-dessus du bleu ciel, c'est vert. C'est les 25-34 qui surrépondent. Il y a une petite musique qui va se dérouler là pendant toutes mes pages sur les 2 baromètres. C'est une réponse des plus jeunes, les 7% de nos salariés qui ont moins de 25 ans, ou les 28% qui ont entre 25 et 34, ces 2 groupes-là, cette année particulièrement, commencent à pas tout à fait répondre pareil que les autres. Et cet élément de génération, alors on leur a donné toutes les lettres, les X, les Y, les Z, après on n'a plus d'alphabet, qu'on a commencé, moi je le vois pour avoir toujours exercé en tant que chef d'entreprise, dans des entreprises où la moyenne d'âge était de 30 ans, on les a vus arriver, on les a observés, et on commence à voir sur tout le territoire français, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille d'entreprise, quelle que soit la moyenne d'âge dans l'entreprise, ce bloc générationnel-là, c'est toujours compliqué, mais en tout cas de les rassembler en blocs parce qu'ils sont tous différents. Mais la réponse des petits verts, là, des moins de 25 ans ou des moins de 34 ans, nous raconte une histoire assez singulière tout au long du baromètre. Et c'est un bruit qu'on n'ignorait pas, bien entendu, mais auquel il faut accorder une attention particulière, je pense, depuis cette année. Ce qu'on voit, par exemple, vous le voyez presque à droite, l'éthique. En matière d'éthique, dans les bleus ciel, c'est les plus jeunes qui accordent un crédit supplémentaire à leur entreprise pour s'en préoccuper, qui disent non seulement c'est prioritaire pour moi, mais bleu ciel,
c'est quand même prioritaire pour mon entreprise. Ils sont un peu moins sévères sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant, notre baromètre est touffu, c'est de travailler, je vais vous y inviter, je vais vous accompagner d'abord dans l'univers de l'égalité des chances et puis ensuite dans la RSE un peu plus large et un peu plus chapeau. Première question qu'on pose historiquement depuis longtemps, est-ce qu'à votre avis, il y a quelqu'un qui se préoccupe particulièrement d'égalité des chances dans l'entreprise? Alors dans les très grosses, c'est carrément une équipe, voire même une direction. Dans les plus petites, c'est quelqu'un qui a cette casquette-là en plus des autres. Ce que je trouve particulièrement frappant à nouveau ici, c'est que vous le voyez sur le graphique de gauche, la grande barre très haute, les 16-24 ans, ils surrépondent. Ça veut dire qu'en moyenne, nos répondants sont 31% à dire oui, moi dans mon entreprise, il y a quelqu'un qui s'en occupe particulièrement. Mais 49% des 16-24 le savent. Cette tranche-là, on le voit, mais de façon tout à fait significative statistiquement, a 3 paires d'yeux pour repérer ça. Ils le savent. Et ce qui est intéressant aussi, vous le voyez dans les courbes de droite, là pour le coup, c'est par taille d'entreprise depuis 2019. On remontait pas avant, on aurait pu vous le faire depuis 2012, mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est la petite courbe du bas bleu ciel, qui sont les plus petites entreprises. Les 20 à 49 salariés. Et les 20 à 49 salariés qui, pendant quelques années, Covid inclus, crise de la Covid, cœur de crise de la Covid-19 inclus, n'avaient pas des salariés qui repéraient grand-chose comme responsabilité sur ce terrain-là, ça y est, ils remontent quasiment à la même hauteur que les ultra grands groupes et que les très grandes entreprises. Donc, ce sujet, tout le monde s'en est emparé. Les salariés le regardent et le savent, et tout particulièrement les jeunes. Quand on interroge ceux qui nous ont répondu sur la première page que pour eux, l'égalité des chances était prioritaire ou au moins importante, on leur dit très bien, j'entends, mais qu'est-ce que vous voyez au juste dans votre propre entreprise? Quel type d'actions font-ils pour de vrai? Vous pouvez penser, c'est de la perception, mais quoi? En moyenne, ces répondants-là, ils sont quand même 1200, hein, ils sont capables de nous confirmer 2 actions sur la liste qu'on leur a proposée. Et d'ailleurs, 72% d'entre eux qui se disent c'est prioritaire, c'est important dans mon entreprise, ils sont 72% à dire et en plus je sais quoi. Je peux même nommer 2 actions. Et à nouveau, les petites réponses en vert, vous les voyez éparpillées partout. Ils ne sont pas 72% chez les 16-24, ils sont 86%. Donc non seulement ils regardent, ils sont informés et ils savent quoi. C'est-à-dire ils ont une connaissance plus fine. Ce n'est pas ma boîte fait des trucs. C'est mon entreprise, et vous le voyez par exemple une réponse, elle a un plan d'action ou des objectifs, ou bien elle a des partenariats avec des associations ou elle a adhéré à une charte ou à un label. Donc ils vont regarder même au-delà du slogan de la marque employeur, comme on disait de façon un peu moqueuse tout à l'heure. Ils sont vraiment à la recherche de preuves et ils les trouvent. C'est quand même rassurant pour nous les entreprises. Quand on leur demande, OK, il y a des actions, mais est-ce qu'elles sont efficaces? Là, pour le coup, on est sur un 72%, et vous voyez la courbe en bas à droite, ça s'améliore gentiment, mais le 72%, il ne faut quand même pas crier victoire, c'est seulement 13% de très efficace. C'est-à-dire que le gros, quand même, c'est plutôt efficace. Donc on est dans ça a de l'effet, peut mieux faire. Mais 72%, c'est quand même impressionnant. Et là, petite alarme générationnelle qu'on ne sait pas expliquer plus que ça, on est dans les chiffres, mais chaque entreprise, là, en retournant chez soi tout à l'heure ou demain, va devoir regarder. Les 16-24 sont plus circonspects, puisqu'ils disent à 66% que c'est efficace. Et par contre, les 25-34, donc on peut penser qu'ils ont quand même plus de kilométrage dans l'entreprise, eux sont enthousiastes, ils sont à 76. Et donc, je ne veux pas caricaturer des chiffres, je suis statisticienne, donc je ne veux pas enfreindre l'éthique de cette discipline, mais on voit quand même une jeune génération, plus récente forcément dans l'entreprise, un peu circonspecte, mais avec quelques années de plus en termes d'expérience, du 5-7 ans, eux sont plus convaincus.
Donc ça demande du temps et on sent cette circonspection à l'entrée, mais une adhésion et une confirmation, un accusé de réception sur la tranche du dessus. Autre question sur laquelle on pousse encore un peu le curseur, on dit très bien ce qu'on fait déjà, est-ce que c'est efficace ou pas, voilà, on a cette appréciation et on a encore un petit peu de travail, même si on est adossé quand même sur un corps social qui est en soutien, et c'est intéressant, mais on leur dit, bon, en vérité, si ça ne tenait qu'à vous, c'est quoi les sujets sur lesquels les entreprises devraient vraiment travailler et agir, donc donner des preuves. Et là, les deux premiers, ça ne bouge pas depuis pas mal d'années. Les preuves qu'on attend pour nous dire à nous, chefs d'entreprise, vous faites des choses et en plus c'est efficace, c'est donner des preuves par les femmes et par l'argent qu'on donne aux femmes. Alors je pourrais être mal placée pour le dire, mais c'est ce que nous dit le baromètre depuis 2 années. Premier item, l'égalité salariale. Nos salariés nous attendent avec des preuves, et il y a des chiffres depuis l'index Pénicaud, depuis les entreprises doivent le publier depuis 2020, 2019, 2020, 2021, selon la taille de l'entreprise, et l'égalité entre les femmes et les hommes au sens large, équitablement. Il n'y a pas que le salaire, mais c'est une véritable preuve d'égalité et d'équité. Il y a également l'égalité au sens large. Donc les deux gros items, mais qui se détachent de loin, c'est cela. On le voit d'ailleurs, c'est une attente des femmes, mais c'est aussi une attente des hommes. Pas tout à fait également, mais tout de même, 45-40, on n'est pas très très loin. Donc il y a un soutien assez unanime du corps social en disant régler ce problème d'équité, et puis on discute de la question de l'égalité des chances ensuite. On vous croit sur ce sujet-là. Une alerte, malgré tout, que je mets, qui est écrite en haut à gauche, tout petit, par Kantar Public, et que je dois vous retraduire. On a fait un gros travail de toilettage dans les questions du baromètre cette année. On le faisait évoluer année après année en rajoutant des questionnements sur et les parents solos et le lieu d'habitation et non pas la santé au sens large mais le handicap d'un côté et l'altération de santé durable d'autre part et l'origine et la nationalité. Bref, on avait rajouté plein de trucs. Cette année, on ne s'est même pas privé, on en a rajouté d'autres. Vous les voyez, les petits new en bleu. L'équilibre des temps de vie, l'état de santé, la nationalité ou l'origine ethno-raciale, et puis plus bas, dans les réponses, le statut d'aidant et le regard porté sur l'intolérance aux convictions personnelles. Donc on a des petits nouveaux items, forcément, statistiquement, ça chamboule tout. C'est-à-dire que quand vous me donnez 10 cartes pour choisir un répondant et que l'année d'après vous en donnez 15, ça s'éparpille un peu en termes de résultats. Donc toute la colonne rouge qui descend, on ne sait pas statistiquement aujourd'hui vous dire si c'est moins important ou s'il y avait juste plus de choix et les répondants ont réparti leurs préférences. Ce qu'on voit malgré tout, c'est que ce sujet d'égalité des chances est désormais compris avec une extrême profondeur, une extrême finesse, beaucoup d'attentes. Et donc, on est bien loin des politiques égalité des chances qu'on connaissait en 2011-2012, sur lesquelles on était un peu générique en disant « Allez, je fais les femmes et les hommes, et je fais 1 ou 2 catégories supplémentaires, et c'est bon ». Par contre, ce que l'on voit, c'est que tant que la question de l'inégalité entre les femmes et les hommes n'est pas réglée, le reste n'est pas très crédible. Et ça reste un message martelé, non pas par les directeurs diversité, égalité des chances et inclusion eux-mêmes, mais par les salariés, par le corps social qui est dans une grande attente. Alors, autre moment qu'en général vous attendez, on travaille beaucoup sur l'égalité des chances et la perception d'un climat apaisé en entreprise quand ça se passe bien, mais on n'a pas peur non plus, fort heureusement, des sorties de route qui peuvent avoir lieu et des craintes potentielles, de l'appréhension, de l'inquiétude de certains en matière de discrimination. Entendez-moi bien, on ne mesure pas ici des quantités de discrimination, on mesure tout simplement la petite friture dans l'estomac de certains de nos collaborateurs à l'idée d'avoir une caractéristique singulière qui pourrait les exposer à être discriminés dans leur propre entreprise et ailleurs, sur le marché de l'embauche. Donc, c'est de ça que je parle. Et d'abord, qui parle ? C'est une question qu'on a chaque année, donc cette fois-ci, on vous le publie. On demande à nos répondants de traverser la quarantaine de questions du baromètre, et puis dans un virage à la fin, on leur dit, bon, à propos, est-ce que vous pensez avoir une caractéristique
singulière, potentiellement stigmatisante. Il y a quand même 79%, c'est-à-dire 8 salariés sur 10, qui se pensent porteurs d'un élément qui les rend singuliers, mais pas simplement singuliers au sens enviable, admirable et remarquable et sortant du lot, mais singuliers au sens risquant potentiellement un stigma. Là, dans la salle aujourd'hui, où vous tous, vous ne voyez pas connectés, mais avec 1000 inscrits pour la journée, je pense que vous êtes nombreux. Vous pouvez jeter des coups d'œil à droite, à gauche, pour vous demander, vous êtes partie des 8 sur 10 ou des 2 sur 10 qui se disent « Ah ben non, moi je suis comme tout le monde, j'ai 0 sujet, je suis exactement dans la norme. » Donc la norme, ça n'existe pas, c'est quand même rassurant. Les salariés le savent, heureusement, les chefs d'entreprise de plus en plus nombreux aussi. On a tous une raison de se sentir singulier, on a tous une raison, et singulier à plusieurs titres, hein. On a tous une raison d'en faire des forces. On a donc une énorme raison en tant que responsable d'entreprise de travailler sur l'inclusion pour tous, à tous les instants de la vie, pour toutes les singularités. Et ce que je dois préciser aussi, on le verra un peu plus tard, c'est pas parce qu'on se sent singulier et potentiellement exposé à un stigma qu'on craint la discrimination pour ce paramètre-là. Je vais prendre par exemple la première ligne sur les seniors. Quand on regarde les chiffres, il y a 19% de nos répondants qui disent moi, je pense que mon état de seniorité, où je me rapproche de ce mot-là, où je suis en plein dedans, et donc ça pourrait être potentiellement stigmatisant. L'échantillon Kantar public, c'est 28% de plus de 50 ans. Et quand on leur demande plus loin, dans une question qu'on couvrira, à votre avis, est-ce que vous pourriez être sur ceux qui se ressentent comme étant seniors, discriminés un jour sur le marché de l'embauche, ils sont 80% à avoir la trouille. Et dans leur propre entreprise, par contre, 76%, mais c'est quand même déjà beaucoup. Donc on voit bien que ces chiffres-là, ça ne veut pas dire que, ne le lisez pas à l'envers, 19% de nos salariés se ressentent exposés à ce risque, et on n'est pas dans de la discrimination certaine. Autre élément, alors là je me suis fait un peu plaisir, mais peut-être trop, quand je vois cette chose envoyée à l'écran. C'était une vision qui nous donne le tableau, les réponses statistiques de d'autres questions que je n'ai pas le temps de vous exposer un petit peu différemment. Verticalement, c'est les pourcentages de gens qui sont concernés par une caractéristique potentiellement stigmatisante. Jusqu'à 60% dans l'échelle ici. Et puis, horizontalement, les priorités qu'ils attendent de l'entreprise pour agir. La diagonale nous dit que tout ce qui est en dessous, c'est des attentes de nos salariés où ils ne se sentent pas spécialement concernés à titre individuel, mais ils nous attendent, nous, les responsables d'entreprise, pour agir. C'est quand même super rassurant de voir que presque tout est en dessous de la diagonale. C'est-à-dire, d'abord, on a réussi notre baromètre, on n'a pas interrogé les gens sur ce qu'ils sont individuellement, on a interrogé les gens pour qu'ils nous disent « tu es un palpeur de la façon dont le climat s'organise dans ton entreprise, dis-nous, raconte-nous comment ça se passe ». Et 2, nos salariés se soucient des autres, veulent de l'équité, ils veulent vivre dans un endroit équitable, y compris pour autrui et pour leurs collègues. Et puis aussi, on le voit sur la question de l'âge, là, qui est quand même assez forte. Alors l'égalité salariale, j'en ai parlé, c'est un incontournable. Et pour l'âge aussi, ils se projettent longtemps parce qu'ils se projettent vieillissant et ils se projettent atteignant à un moment donné un état de senior sur lequel ils ne sont pas rassurés. Je vous épargne vos yeux et je vous passe des résultats présentés de façon plus traditionnelle. Quand on leur demande à nos répondants qu'est-ce qu'ils craignent le plus en discrimination sur le marché du travail en général, je n'ai pas la question ici sur votre propre entreprise, mais sur le marché en général, ils sont quand même massivement tous à nous dire ce sera l'âge. C'est l'âge maintenant pour les 71% qui sont déjà seniors et qui disent non mais c'est l'âge. Il n'y a plus grand-chose d'autre, passé 50 ans, mais même pour les autres. Et sur la colonne femmes-hommes que vous voyez à droite, on voit que les items sont finalement très genrés pour les femmes. Bien entendu, c'est l'âge. Comme les hommes, mais plus, c'est l'apparence physique.
Et puis après, derrière, les items un peu soulignés en gras sur lesquels elles surrépondent, c'est en raison de mon sexe ou parce que j'ai des enfants ou je suis en situation de famille. Par contre, du coup, les hommes ayant des réponses, ce qui donne d'ailleurs une perception moins genrée, qui ne s'agrippent pas sur c'est en raison de mon sexe ou c'est en raison de mes enfants, eux nous disent oui, attends, c'est le diplôme, c'est l'origine, la nationalité ou c'est des opinions. Donc on voit quand même que les raisons sont nombreuses, mais que c'est avant tout l'âge. Et les entreprises ont un gros chantier, pas uniquement depuis la réforme des retraites. La réforme des retraites cristallise ça un cran plus loin. Les entreprises ont un véritable chantier sur ce sujet. Crainte d'être un jour victime de discrimination dans sa propre entreprise et non pas sur le marché du travail chez les autres. Là, pour le coup, ils sont 35%, encore 35% aujourd'hui, à le craindre. Pas orange foncé, 10, plus orange clair, 25, c'est-à-dire plus tôt. Mais il y a aujourd'hui encore cette crainte d'une discrimination pour un tiers des salariés qui sont dans nos rangs. Et vous le voyez sur le premier schéma en haut à droite, ça a longtemps été les femmes, historiquement, qui avaient plus de hantise. Et puis, ça s'est réconcilié, j'allais dire, depuis 2020. Je n'en fais pas du tout un cas de conséquences Covid, mais depuis le terrain 2020, 21, 22, un petit décrochage. Elles sont 36 et pas 35 cette année. Mais les femmes et les hommes ne charrient pas dans leur besace plus de hantise depuis pas mal d'années, depuis quelques années quand même, d'être discriminés un jour dans leur propre entreprise. Sur un point de vigilance que vous avez ici, c'est les jeunes. Les vraiment jeunes, vu de mon cheval, de 16-24, c'est à 42%. Et les trentenaires, les 25-34, à 38%. Donc il y a une vigilance accrue de nos salariés les plus jeunes sur ce terrain-là. Autre angle pour mesurer un climat, c'est pas simplement ce qu'il y a dans la tête des gens, mais c'est aussi des sources de perturbation. Alors ça, historiquement, en 2012, on testait les mauvaises blagues, on testait les sujets dont on n'avait pas le droit de parler en entreprise, et puis on s'est revu que la liberté de prise de parole, les sujets sur lesquels on peut partager ses préoccupations intimes ou sa situation personnelle intime, c'était quand même beaucoup tranquillisé, banalisé en entreprise. On a jeté la question. Et depuis 2021, on travaille sur des sources de perturbation au travail, et c'est quelque chose que j'ai pris soin avec l'équipe de cristalliser dans une question précise que je vais vous lire. Avez-vous déjà été confronté à des comportements que vous trouviez extrêmes? Et par là, nous entendons une attitude d'une intransigeance absolue aux exigences disproportionnées pour la sérénité du climat de travail, de la part d'un ou d'un groupe de collègues. Donc, grosso modo, est-ce qu'il y a des sujets de tension par des formes de radicalité de comportement et d'opinion? Cette année, il y a 38% de nos salariés qui sont confrontés ou qui ont été confrontés à ça pour au moins une des raisons qu'on leur cite. C'est 2 points de plus que l'année dernière. Et le sujet, dans les premiers sujets, comme c'est écrit tout petit, je vais quand même vous le dire, le premier sujet de résistance systématique aux changements sociétaux, on pourrait appeler ça le passéisme. Des questions de prosélytisme religieux, c'est 18%, de militantisme ou d'activisme politique, 18%, 16% pour l'activisme environnemental, 16% encore pour des revendications de groupes de personnes au nom d'un certain stigma présenté comme victime systématique. Dans la presse, vous liriez woke, je pense. Et puis, les 2 derniers items, mais qui sont quand même importants, à 15, c'est de la propagation d'idées complotistes dans la boîte, par email, etc., ou par conversation assistante, ou bien de la défense des droits des animaux assortie de pression et de menaces, ou d'intimidation. Et donc là-dessus, on le voit, ce qui est étonnant, et ça peut vous paraître parfaitement intuitif ou contre-intuitif, selon qui vous êtes, à mon avis, à nous regarder ou dans la salle, les 16-24 ans ont des antennes pour ça, et ils sont dérangés par ça à 67%. 67%.
et pas 38 comme pour l'ensemble. Donc on peut caricaturer dans les médias les jeunes comme étant les plus activistes. Ils sont 67% à dire que ça les dérange. Est-ce que sur ce sujet-là, ça les dérange, mais jusqu'à quel point? On va regarder ça sur la page suivante qui apparaît en 2. Vous avez une petite ligne de flottaison et en dessous du gris. Le gris, c'est les gens qui vous répondent sur exactement les mêmes sujets. Bon, non, chacun pense ce qu'il veut. Moi, franchement, je suis complètement indifférent. Les gris, c'est les indifférents. Passifs. Et dès qu'on est bleu, ce sont des salariés dans les 36% qui ont dit qu'ils avaient observé des éléments de tension et de radicalité qui les dérangeaient. Ils peuvent agir de 2 façons. Ils peuvent agir en bleu plutôt clair. Je lui demande d'être plus discret, donc directement vis-à-vis de la personne qui perturbe l'ambiance. Ou un cran plus loin, j'en parle avec les collègues. Ou en bleu marine, j'en parle au manager et j'attends une réponse. Et ce qu'on voit là, c'est que par rapport à l'an passé, nos salariés en observent plus, sont moins passifs, sont plus actifs individuellement ou bien remontent au manager, ils ont confiance dans leur management pour traiter ces sujets. Ça veut quand même dire en face, parce que c'est des sujets que l'on surveille depuis pour la 3e année et dont on augmente la liste quand on commence à sentir des signaux faibles dans les entreprises. Ça demande un gros travail désormais pour les employeurs en termes de formation, de préparation de la ligne managériale, de pédagogie pour tout le monde. On a le droit d'en parler, ça a le droit de vous déranger ou pas, mais en tout cas, discutons-en et on est équipé intellectuellement et en termes de principes sur le sujet. On n'est pas juste dans de la réaction de comptoir. Et donc rendez-vous l'année prochaine pour savoir comment ça bougera, mais en tout cas, c'est un élément intéressant. Et puis, je ne peux pas me priver de passer 1 minute sur l'indice de climat d'égalité des chances. Ça y est, on l'a ressuscité avec Kantar. On l'avait calculé les premières années et puis on avait un peu manqué de temps dans les années autour du Covid. On pondère ici plein d'items de réponse. Il y en a 36, donc c'est un item très très riche où on pondère statistiquement le niveau de priorité, l'efficacité des actions, l'existence connue d'une responsabilité égalité des chances, et puis plein d'items de facilité de carrière selon la caractéristique potentiellement stigmatisante du corps social dans l'entreprise. Et là, cette année, 7 sur 10. Je ne sais pas quand on vous ramène un 14 sur 20 à la maison, comment vous êtes pour ceux qui ont des enfants autour de vous. C'est pas mal. Ça, c'est un tout petit peu tassé par rapport à l'année dernière, parce que le 7, c'est du 6,96. L'année dernière, c'était du 7,09. Et ce qu'on voit là, dans les surrépondants, c'est-à-dire qui ont une perception du climat plus sereine, plus convaincue, c'est avant tout les hommes, c'est les 25-34, c'est les cadres, c'est les plus grosses entreprises, et aussi ceux qui ont moins d'1 an ou moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Donc, rendez-vous avec ce nouveau point de départ et ce 7 sur 20. Ce qui est intéressant, c'est d'observer désormais, année après année, comment ça se déforme ou pas. Mais une des raisons pour lesquelles on aime cet indice, c'est que cet indice, il est lié, et on le voit, avec plein de questions d'attractivité de l'entreprise. L'indice est gros, bleu, et dans les entreprises qui sont, par exemple, première table, il est de 7,2 dans l'entreprise dont les salariés disent « ma boîte est performante ». Mais il n'est que de 6 quand les salariés ont dit « mon entreprise n'est pas performante ». Et donc on voit, le bleu est toujours plus gros que le rouge, le dépasse d'1 point à peu près. Et sur les items de performance, de confiance dans l'avenir, de capacité à se projeter dans 3 ans minimum dans l'entreprise, de percevoir son manager comme étant bon ou d'avoir plaisir à travailler dans son entreprise, c'est que des facteurs et d'attractivité et de qualité de travail dans l'entreprise. À chaque fois, l'indice de perception de l'égalité des chances est plus fort d'1 point. Statistiquement, je m'interdis de vous dire que c'est parce qu'il y a une politique d'égalité des chances que ça se passe bien dans le quotidien de travail des gens, ou même l'inverse, mais en tout cas, il y a un lien qu'on voit. On le voyait déjà dans les années 2012, 13, 14, 15, 16, 17, quand on le mesurait. Je passe maintenant aux
au chapitre RSE, comme je vous l'ai dit, il est plus récent. On a attendu la loi Pacte 2019 pour poser nos premières questions. Là-dessus, notre première curiosité, c'est quand on dit RSE, à votre avis, le développement durable, c'est quoi ? C'est encore massivement à 64% l'environnement et aussi à 48% les achats responsables. C'est peut-être par là qu'ont commencé les entreprises. En tout cas, c'est ce que pensent les salariés. Tous les autres items du bas sont un peu moins votés. Mais par contre, les petits verts, vous les voyez. C'est-à-dire les 25-34 ou les 16-24, vous les voyez. Ils ont un repérage et une connaissance plus fine de ce que c'est que le développement durable. En tout cas, les items du bas, ils l'associent beaucoup plus spontanément au développement durable. Par exemple, je vais vous le prendre tout en bas, tiens, la transparence dans la communication. C'est 22% en moyenne sur les 1500 qui nous répondent. Mais c'est 31 chez les 16-24 et 29 chez les 25-34. Donc cette jeunesse, peut-être l'a-t-elle appris à l'école ou dans les médias, ou en étant embauchée avec des processus de recrutement qui mettaient carte sur table et qui communiquaient très clairement sur ces sujets. Mais ils savent beaucoup plus clairement ce qu'il y a dans le dev dur et ils le reconnaissent dans leur entreprise. Autre élément intéressant aussi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable pour l'égalité des chances dans ton entreprise ? Là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable de la RSE dans ton entreprise ? Eh bien, ils sont une part importante à le savoir, à 36%. Et à nouveau, les 16-24 l'ont repéré les premiers. Ils surrépondent, hein, c'est la barre en haut à gauche. Et ce que l'on voit aussi, chose importante, dans les barres du graphique de droite, c'est que les 24-49, donc les plus petites entreprises, sont en progression incessante depuis 2021, 22, 23. Voilà. C'est-à-dire, c'était 17 en 21, 23% et 26% désormais dans les plus petites entreprises. Ça y est, le tissu entrepreneurial français commence à véritablement aborder ce sujet jusqu'à en rendre quelqu'un responsable dans des rangs de toutes petites entreprises sur lesquelles tout le monde a 6 bras à tout faire. En matière de RSE, c'est toujours, on est à peu près stable par rapport à l'année dernière. C'est encore les 3/4 des salariés qui disent qu'il y a au moins une action. En moyenne, ils sont capables d'en citer 2,3. Et c'est pas 75% en moyenne chez les plus jeunes, c'est chez les 16-24, 86%. Ils regardent, ils repèrent, ils notent. Et d'ailleurs, ils notent tellement que quand on leur demande si c'est efficace, le corps social nous dit à 69% oui, ça l'est. À nouveau, même dissensus sur les 2 couches les plus jeunes sur c'est vraiment efficace. Les plus récents, les 16-24 disent ouais, enfin 60%. Mais les 25-34, eux, ils sont dans l'élan et ils disent yes à 70%, si j'arrive à lire. Oui, c'est ça, 70%. Donc ils sont plus enthousiastes, ils accusent plus réception une fois qu'ils ont passé un petit peu de temps dans l'entreprise. Ce qui est intéressant aussi, c'est au-delà il existe des choses, j'ai compris ce que c'est, j'ai vu que tu avais des actions et en plus c'est efficace, c'est pour quel résultat et pour quel quotidien finalement dans l'entreprise. Alors forcément les valeurs, quand on les questionne pour savoir s'ils les connaissent à gauche, c'est un progrès continu depuis qu'on pose cette question. Vous le voyez en bas à gauche, hein, on est à 58%. Et les 2 blocs des plus jeunes, à nouveau, ils sont au-dessus. Donc ils les connaissent. Ils sont pas restés du tout, on leur a peut-être mieux dit, mais ils sont pas du tout indifférents et ils les connaissent. À droite, c'est intéressant. On leur dit, OK, vous les connaissez, est-ce que vous êtes en accord ? Vous imaginez bien que quand c'est pas bleu, c'est pas d'accord. Donc à 88%, les collaborateurs dans leur ensemble nous disent oui, on est en accord avec ces valeurs. Mais par contre, les 16-24 sont d'une intransigeance extrêmement importante, puisque vous voyez, première barre, c'est à 79% seulement, hein, c'est pas 88%, mais à l'intérieur, ce qui veut dire qu'il y a 21% au pied de la tour, là, en orange, qui sont
plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec les valeurs de l'entreprise. Donc on voit là aussi un point d'action important pour les entreprises. Les entreprises se sont dotées d'une mission, d'une raison d'être, ou en tout cas ont essayé de clarifier ça à minima sous forme de marque employeur au recrutement et dans le quotidien des collaborateurs. Beaucoup d'entreprises ont des valeurs, sont fiers de leurs valeurs et se disent « bon, le boulot RS1, c'est bon ». Ben non, pas forcément. C'est intéressant de s'appuyer là-dessus. Je ne peux pas aller plus loin avec vous, mais c'est intéressant de se dire les plus récents ou les plus jeunes, les voient. C'est forcément des valeurs positives si vous les avez, vous, chef d'entreprise, avec soit tout le corps social, soit que votre comité de direction mis au point. Mais ça ne résonne pas forcément, ce n'est pas forcément ce qui était attendu, voire même c'est contrariant pour certains jeunes. Et ça, c'est un point d'attention que je nous engage tous à faire. Des valeurs, c'est important et c'est le socle d'une entreprise. Les valeurs aussi, ça se reconsidère au contexte. Non pas parce qu'on les envoie valser tous les 3-4 ans, mais parce que si on ne les a pas bien dites, bien explicitées, si ce n'est pas ce mot-là, si ce n'est pas cette phrase-là, mais que c'est quelque chose qui paraît semblable, mais qui aux oreilles du corps social ne l'est pas, il faut y travailler. Cette intransigeance-là, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Quand on leur demande s'ils connaissent l'existence d'une mission sociétale, on pourrait dire raison d'être, au sens d'une loi PAC, mais pas forcément avec un statut d'entreprise à mission, ni même une raison d'être, forcément, ça peut être un slogan, ça peut être on est utile à ça, nous, dans cette entreprise. Ils sont aujourd'hui, nos salariés, 42% à dire oui, mais ils sont quand même 26% à dire j'en sais rien. Je ne sais même pas si mon entreprise a une raison d'exister. Donc, il y a du travail à faire. C'est 2019, la loi Pacte, c'est pas bien vieux. Entre-temps, on a quand même été chahuté par le Covid. Mais ce qui est intéressant, à nouveau, les 16-24, la barre, là, ce que je trouve très intéressant, que cette fois-ci, est-ce qu'ils sont plus sensibles? Est-ce qu'ils sont plus informés que par plus récent? En tout cas, ils survotent. Quand on leur demande si l'entreprise a un impact positif sur l'entreprise, sur la société, est-ce que votre entreprise a un impact positif sur le reste de la société au sens large? Il y a 58% des collaborateurs qui répondent oui, ça c'est super encourageant. Notre enjeu à nous, c'est que les bleus moyens deviennent quand même des bleus marines, des oui tout à fait. Et à nouveau ici, ce que je trouve encourageant, c'est qu'il y a davantage de jeunes qui le discernent, qui le reconnaissent, que ce soit les moins de 24 ou les moins de 34. Ils sont au-delà de 58 à 64 et 66%. Ensuite, on est rentré, alors moi je ne maîtrise pas du tout l'heure, mais je crois que j'ai encore quelques minutes. On a voulu creuser le E, le S et le G, c'est-à-dire en disant, bon, on a parlé d'impact, on a parlé de valeur, on a parlé de RSE, mais sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan de la gouvernance, qu'est-ce qu'à votre avis, votre entreprise fait qui a un impact positif? Quand on leur pose la question sur le plan social, déjà ils sont 90% nos répondants à dire oui, mon entreprise, c'est notoirement sur le plan social qui a un impact positif. Et quand on leur soumet 4 items, ils en choisissent en moyenne 1,9, c'est-à-dire 2, et ils écuient répartissent. Ça veut dire que, à mon sens, le corps social a une vision assez fine de ce que c'est que l'impact social d'une entreprise, parce qu'il ne surjoue pas un item. Il n'y a pas un item qui fait de l'ombre aux autres, en quelque sorte. On n'est pas sur des attentes de réponses où tout le monde se précipite sur le même. Non, on a un corps social qui a du discernement. Pour les uns, c'est de la montée en compétences. Pour les autres, c'est du renforcement du lien social. Pour d'autres encore, c'est l'amortisseur social, comme on l'a longtemps lu dans la presse. Et pour d'autres encore, c'est l'ascenseur social. Donc le sujet social, l'impact positif social, ça peut être ces 4-là. Et ces 4-là sont reconnus. Il y en a deux par répondant, à peu près équitable. Donc il y a une profonde reconnaissance de l'utilité sociale de l'entreprise. Et l'utilité sociale, c'est pas juste un petit mot, c'est au moins 4 choses différentes. Ça, c'est pour le coup très encourageant pour tous les chefs d'entreprise humanistes de ce territoire. Deuxième item sur lequel, quand c'est positif, c'est quand même environnemental, 84% des réponses. Et là-dessus,
Il y a encore donc il y a encore 2 items que nos répondants choisissent, mais ça se rassemble quand même un peu plus sur les 2 premiers que je vous montre, c'est-à-dire de l'économie circulaire et une gestion efficace des ressources, énergie, eau, etc. C'est d'abord là-dessus qu'il y a un accusé de réception sur les 2 majeurs. Et vous pouvez regarder les petits verts. Alors oui, mon vert n'est pas très visible, je trouve, en colorimétrie. Mais les 84% qui citent au moins un domaine, ils sont en fait 95% à moins de 24 ans et 88% à moins de 34 ans. Donc, ils sont aux aguets. Mais là, en termes de visibilité, nous, les entreprises, on est convaincant sur les deux premiers, un tout petit peu moins sur les 2 suivants. Et puis enfin, quand on dit gouvernance, alors là, il y a quand même 14% de ne sait pas, là, tout en bas. Alors gouvernance, c'est peut-être encore un terme ou de consultant ou technocratique ou de dirigeant. En tout cas, on n'a pas réussi à encore vraiment donner du contenu et à incarner ce que c'est. Mais ça va venir, vous allez voir, et ça ne va pas tarder. Il y a 1,8 réponses, donc c'est quand même, on leur soumet des items, hein, on ne leur demande pas d'inventer ce que c'est que la gouvernance. Les 2 premiers qui se détachent, c'est déontologie éthique et dialogue social avec les parties prenantes, à 43 chacun, donc ça c'est intéressant. Et ce que vous voyez tout en bas, progrès dans le partage de la valeur, c'est 29% pour les répondants, mais quand on a moins de 24 ans, on attend ça. On reconnaît ça comme impact positif potentiel de l'entreprise à 42%. À nouveau là, les jeunes se mettent, les plus jeunes sont dans une autre catégorie. Vous vais passer vite sur l'indice RSE. L'indice RSE, vous l'avez vu par les questions, c'est à la fois un questionnement plus récent. Pour nous, il date de 2019. C'est plus récent aussi dans les entreprises sous ce chapeau-là. Et on a un questionnaire qui va beaucoup chercher la connaissance, la compréhension de ce qu'il y a dedans, plutôt que comment ça change mon quotidien dans mon entreprise quand j'en suis salarié. Donc on n'a pas encore un indice de perception du climat RSE, mais on a un indice de connaissance basique de la RSE. On a eu de grands débats avec Kantar Public sur le sujet. On s'est même demandé avec eux si on devait le publier. J'ai quand même envie de vous le donner avec toutes les précautions d'usage. Ça n'est qu'un indice de connaissance. On n'a pas du tout encore la même qualité en termes d'indicateurs que l'on y loge et que l'on pondère à l'intérieur. Il y en a 36 d'un côté, il n'y en a que 4 là, des questions que l'on prend pour faire ça. À 4,6 sur 10, peut mieux faire. À la fois peut mieux faire parce que nos entreprises ont encore 1 an pour travailler, on ira les mesurer, et même un peu peut mieux faire pour nous, parce que maintenant qu'on voit que le corps social, notamment les plus jeunes, on commence à avoir une compréhension fine, une véritable attente, du discernement pour voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas, et même de l'enthousiasme quand ça marche, on sait qu'on va pouvoir mettre d'autres questions l'année prochaine, donc rendez-vous l'année prochaine. Donc du coup, je ne vais pas passer plus de temps sur cet indice puisqu'il n'est que de connaissances. Juste pour peut-être passer 2 minutes sur 2 pages. Vous savez que depuis le Covid, on avait lancé aussi un petit sous-questionnaire, un petit sous-barreau sur les conditions de travail et notamment l'irruption du télétravail en France. Et ici, on continue à poser depuis quelques années les mêmes questions sur les conditions de travail d'une part, c'est cette page-ci, et les pratiques managériales. Et on a 2 camps qui se dessinent de façon extrêmement impressionnante. Le bloc de gauche, les répondants, donc les 46% de répondants qui peuvent télétravailler, qui ne le font pas forcément. Dans les 46%, il y en a 15 qui ne l'utilisent pas. Ils pourraient, mais ils ne le font pas. Dans les 46%, il y en a 31 qui le font. Mais dans ceux qui peuvent, sur les questions que l'on leur pose, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu de l'évolution positive de vos conditions de travail, énormément de choses sont positives. Dans le bloc de droite, c'est-à-dire les 54% qui n'ont pas le choix, et dans les 54% qui en ont le choix, il y en a 31% qui s'en accommodent tout à fait, mais dans ces 54, il y en a 23 qui ne trouvent pas ça normal, qui aimeraient quelque chose. Et vous voyez ici, c'est les réponses négatives qui l'emportent. C'est-à-dire, on est la zone bleue de bleu marine, ça s'est amélioré, bleu moyen, ça n'a pas changé, mais ça me va drôlement bien.
elle est beaucoup moins, la marée bleue, là, elle est quand même beaucoup moins forte à droite que les oranges. Orange clair, ça n'a pas changé et ça ne me convient pas. Orange foncé, ça s'est détérioré. On le voit sur les conditions de travail, on le voit presque de la même façon sur les pratiques managériales. Ce que ça me dit, c'est qu'on a tous été obsédés par la digestion des crises Covid et notoirement par le télétravail, pas que. Hein, les DRH vont m'arracher les yeux si je dis qu'ils n'ont fait que du télétravail pendant la crise Covid. Mais en tout cas, on voit bien que ça a changé, ça a bouleversé la façon de vivre pour ceux qui y avaient accès. Et donc, il y a eu du travail, il y a eu de l'ingéniosité, il y a eu de la formation des managers, il y a eu des choses pas très réussies au départ qui n'ont cessé de s'améliorer. Et on se dit là, même si tout n'est pas réglé, puisqu'on voit bien tous les débats d'aujourd'hui, à commencer aux États-Unis dans la tech, sur ça commence à bien faire le télétravail, j'aimerais bien vous revoir parce que c'est ensemble qu'on est créatif. Au-delà de ça, on voit bien que tout le champ des 54% de nos salariés qui n'ont pas le choix, dont 31% seulement s'en accommodent tout à fait, ça en laisse quand même beaucoup. Là, ça va moins bien. De l'évolution des pratiques managériales, non seulement ils ne les voient pas, mais ils trouvent que ça n'a pas changé. Orange clair, que ça ne leur convient pas. Orange foncé, ça a détérioré. Il y a du travail. Il y a du travail pour nous. Il faut certes aller jusqu'au bout de l'intelligence télétravail, mais il faut commencer là à bouger le curseur et à travailler sur nos règles du jeu managérial, sur nos pratiques, sur la formation des managers, y compris des managers de terrain qui vivent physiquement avec leurs équipes. Il y a une vraie marge de progrès. Et sur ce, je vous ai résumé ici en mitraillette l'essentiel de nos résultats. Ils sont bien plus riches que ça. Il y a, Annabelle, je crois qu'on le dit à un moment donné, une page MEDEF, des liens, des PDF sur lesquels vous pourrez rediriger tout ça, digérer tout ça de façon plus... Tout à fait, Armelle. Merci d'abord pour cette présentation. Je pense qu'on peut Annabelle. Vous applaudir. Et vous allez peut-être rester avec nous pour un temps, quelques minutes de questions-réponses, d'échanges. On a quelques minutes et on va les prendre. Voilà. Oui. Et en disant d'où vous parlez, au sens ou un métier, ou un secteur, ou un rôle Nicole Degbeau, je suis chef d'entreprise, j'ai 46 ou 47 ans, je ne sais plus. Pas forcément tous les détails, mais voilà, vous êtes chef d'entreprise. Et je suis une femme noire, comme vous le voyez. Donc j'interviens sur des problématiques du travail depuis plus de 20 ans et spécifiquement sur des problématiques de gouvernance articulées autour du travail depuis 2016. Et je dois vous dire que je suis assez frappée par l'état de vos chiffres. Je les trouve plus positifs en fait que ce qu'on rencontre vous voyez sur le terrain. Ouais, voilà. Et donc en fait, j'ai deux remarques fondamentales. La première, je serais vraiment très curieuse de connaître la sociologie des personnes qui répondent. Je trouve que ça c'est très très riche d'enseignements. Bien sûr. Et le deuxième point, sauf erreur de ma part, vous avez dit tout à l'heure que le résultat de cette enquête est articulé autour de la perception. Ben pour moi, le problème de la perception, c'est précisément la perception. Je ne sais pas si vous regardez The Morning Show. Qui regarde The Morning Show ici? Voilà. Troisième saison, il me semble que c'est l'épisode 3. À la fin, il y a un dialogue édifiant entre une actionnaire d'une chaîne de télévision et une présentatrice. Donc, théoriquement, elle est présentatrice, elle est noire, elle est intégrée. Simplement, sa réalité n'est pas aussi positive que ce que les gens croient. Et donc, à la fin de l'échange, l'actionnaire lui dit, ça lui échappe, mais en gros, elle lui fait comprendre que, bah oui, elle devrait être reconnaissante de la place qu'elle a. Et en fait, moi, je me demande, dans le sujet de la perception, à quel point, en réalité, quand les gens répondent, déjà, les personnes qui sont concernées par les discriminations ne sont pas conditionnées par leur propre autocensure possible et leur propre évolution, finalement, dans les organisations, en se disant, finalement, c'est pas si mal. Et de quelle manière les autres aussi se disent, bon, ben, finalement, c'est pas si mal. Parce que, honnêtement, moi, j'ai pas mal d'atouts, donc on va dire que, dans l'absolu, je n'ai pas vraiment à me plaindre, mais néanmoins, j'ai quand même créé ma boîte parce que je savais que j'étais terrassée par un plafond de verre. Et je le vois, mais partout. Et donc, il y a un écart aussi qui est très important
entre la communication des boîtes. On peut dire que la communication a explosé. On peut dire que quand on entend, quand on écoute, quand on lit, on se dit waouh, on a beaucoup progressé. Mais dans les faits, quand on fait la différence entre le macro et le micro, c'est très très lent et il y a beaucoup de déceptions. Alors, je vous rejoins sur le travail à faire. Ce double regard, on le récupère dans notre baromètre, puisque on demande à Kantar de nous faire la méthode des quotas pour avoir avoir une image représentative du tissu salarial, mais on demande aux répondants de nous nommer, vous l'avez vu tout à l'heure, certaines de leurs caractéristiques qui pourraient être stigmatisantes. La question de l'âge, par exemple, en vous écoutant la question d'être encadrant, puisque vous êtes chef d'entreprise, d'être dans telle catégorie d'âge, d'être une femme, d'avoir une couleur de peau, et puis il y a aussi d'autres éléments. Et celles-là, on les a croisées. De façon intéressante, il y a certains critères sur lesquels les répondants nous disent « je me reconnais dans cette description-là ». Et puis, en amont, dans le questionnaire, on m'avait demandé les craintes de discrimination. Est-ce que ça se croise ou pas? Ces tableaux croisés-là, on les a. Ils sont intéressants. Et ils nous disent pas tous la même histoire. Il y a... Je peux vous dire que par rapport avec les chasseurs de tête, la discrimination première, c'est des origines. Je peux vous dire, les gens sont en dessous des radars, ils n'existent pas. L'âge vient après. Mais les origines, je n'ai même pas le droit. Donc les gens se projettent. Et c'est bien pour ça que les entreprises travaillent. C'est bien pour ça qu'on fait une semaine complète sur l'inclusion, la responsabilité. C'est ce qu'a dit Anne-Laure tout à l'heure, et j'en suis convaincue depuis plus de 20 ans que je travaille sur ce sujet. Si on n'est pas acharné sur ce sujet, si on n'est pas sans arrêt en train de refaire la formation qu'on avait faite à une équipe de direction dont un tiers a changé depuis 2 ans, etc., ou une ligne managériale à qui on a donné 4 autres priorités entre-temps, et si on ne revient pas sans arrêt, c'est pas 2 pas en avant qu'on fait, c'est un pas qui recule. C'est la nature même des Ah mais oui, qu'il faut changer. bien sûr. Non, La nature même des formations qu'il faut changer. Aussi, et c'est très bien que ce soit on ne votre travaille métier. pas assez sur les biais. Oui. Je peux vous assurer qu'entre ce que les gens ont l'impression de faire et ce qu'ils Oui. font, Alors, voilà, il y a un écart. Les formations sur les biais, sur les stéréotypes, sur les micro-inégalités, sur les micro-agressions, etc., elles existent depuis un bon moment. C'est vrai que pendant longtemps, ça a été le privilège des très grandes entreprises. Aujourd'hui, les petites entreprises s'en préoccupent. Aujourd'hui, les petites entreprises sont même aidées par l'État pour avoir accès à des formations dites RH. Donc ça commence à se propager. Mais bien entendu, on n'a pas dit que ça s'arrêtait aujourd'hui et que le monde était parfait. On a encore le temps pour une question. Une deuxième question, oui, si vous pouvez bien lever la main. Le micro arrive. Voilà, merci. Bonjour. Ça marche? Oui, bonjour, Catherine Morin, je suis responsable RSE et diversification dans un groupe de presse. J'ai une question sur le télétravail et sur le point que vous abordiez tout à l'heure sur les personnes qui le subissent plus qu'elles ne le souhaitent. Est-ce qu'on a une différence entre les âges et entre les genres? Alors ça, il faudrait que je demande à Kantar. D'accord. J'ai pas les datas sous les yeux. D'accord, merci beaucoup. Mais on n'a pas pondéré, voilà. Mais par contre, comme on a pondéré par âge, par tranche d'âge, par genre, par taille, par secteur, par région et par sexe, j'ai oublié quand même de le dire, ça oui, c'est des data que Kantar a. Très bien. Une dernière question dans la salle, madame, peut-être? Oui, bonjour, je suis Elvisa Jazak, je représente Club Entrepreneur 92 et Diversité RH. Je suis là, je suis consultante en images et vous avez évoqué une question d'apparence physique et inclusion. Écoutez, il se passe des choses, c'est-à-dire que quand on embauche vraiment la personne, on ne pense pas forcément est-ce qu'il va plaire au manager et au niveau apparence physique. Ça peut créer beaucoup de problèmes pour égalité des chances parce que si une personne qu'on embauche est différente et elle représente, disons, pour le manager un potentiel danger, il y a un risque pour qu'un groupe se crée contre cette personne-là. Et là, il arrive le moment de discrimination. Et c'est souvent sournois, ça ne se ressent pas, ça ne se voit pas. Et ça peut être très, très perturbant pour l'image de l'entreprise également. Voilà, et c'est bien pour ça d'ailleurs que dans ce baromètre, vous l'avez remarqué, on ne s'est pas du tout contenté
des critères de la loi en matière de lutte contre les discriminations. On en a rajouté plein d'autres. On a rajouté le diplôme, on a rajouté l'apparence physique au sens large. Voilà, il y a plein d'éléments. Et vous l'avez vu, l'apparence physique, c'est le deuxième item de crainte, d'appréhension lors d'une potentielle embauche. C'est le deuxième derrière l'âge. C'est important, ça ne se démord pas. C'est plus fort chez les femmes, mais c'est quand même à 18% chez les hommes. Hein. Donc c'est tout le monde. Ne pas avoir la tête de l'emploi. Ça reste malheureusement un poncif sur le marché du travail. Et fort heureusement, les entreprises luttent. On voit les entreprises se mettre en route sur ce sujet aussi. Merci Armelle pour cette très belle présentation. Merci pour tout. Merci.